Donc, je suis ravie d'être avec vous pour cette remise des prix du concours Génopole. Vous allez découvrir dans un instant les lauréats. Les 5 finalistes viendront s'exprimer ici sur scène. Je me présente juste en quelques mots rapidement. Nathalie Croiset, je suis journaliste à BFM Business. J'ai une émission qui s'appelle Business Durable où semaine après semaine, je parle de la stratégie durable des entreprises dans beaucoup de domaines et en particulier les biotechnologies et la chimie verte. Donc, je suis ravie d'être avec vous et BFM Business est d'ailleurs partenaire de ce concours. Donc, on en a beaucoup parlé. Et le lauréat, il aura la chance de venir sur le plateau de BFM Business le week-end prochain. Et oui, mais ça, on verra ça plus tard. Et avant toute cette remise de prix, on va quand même se poser une question, s'installer un petit moment pour voir comment finalement les biotechnologies impactent-elles déjà l'industrie traditionnelle. Et on a quand même 4 acteurs de poids qui vont venir en parler. Solvay, L'Oréal, Saint-Gobain et Michelin. Juste avant, juste un petit mot quand même, parce que pour la retransmission, je tenais à remercier HD Vidéo Net qui fait cette retransmission. Là, vous avez vu tous les essais qu'ils ont fait pour qu'on puisse suivre aussi bien ici qu'au-dessus tout ce qui se passe. Donc, pour parler et pour cette table ronde, j'appelle à me rejoindre sur scène François Monnet, Sébastien Duprat-de-Paul, Boris Jaffrenoux et Dominique Aymon. Alors, vous allez vous installer comme vous le souhaitez. Alors bonsoir messieurs, vous allez vous bagarrer pour un micro. Je suis désolée, c'est une histoire de retransmission, donc chacun à votre tour, vous allez pouvoir parler, évoquer, passer le micro. Enfin, on pourra très bien s'en sortir, il n'y a pas du tout de souci. Donc je présente à mes côtés François Monnet, directeur chimie du renouvelable du groupe Solvay. On va bien comprendre ce que ça implique pour vous dans votre démarche. Boris Jaffrenoux, vous êtes responsable du programme transversal de Saint-Gobain qui s'appelle Matériaux issus de la chimie verte. Également à vos côtés, Dominique Aymon, vous êtes à la direction communication scientifique et technique du groupe Michelin. Et puis enfin, Sébastien Duprat-de-Paul, responsable R&D de Chimex, qui est une filiale de L'Oréal. Donc on va voir avec vos 4 groupes. L'idée, c'est vraiment d'échanger le plus simplement possible autour de ce que représentent pour vous ces enjeux de biotechnologie. Je pense qu'on peut commencer par vous, en quelques mots. Je demandais à chacun, en quelques mots, de pouvoir expliquer ce que ça représente finalement dans son industrie, un petit peu ces enjeux. Je commence par vous, Dominique Aymon et Michelin, parce que pour vous, c'est un véritable enjeu. C'est ce que je disais quand je parlais tout à l'heure de business durable, de stratégie durable. Vous, c'est un enjeu d'économie circulaire finalement qui entre en ligne de compte parce que vous avez besoin de matières premières, ces matières premières qui viennent du pétrole à l'origine maintenant, et il faut évoluer aussi pour votre groupe. Oui, alors c'est vrai que la chimie verte, c'est très récent dans l'industrie du pneumatique, parce que l'industrie du pneumatique, c'est 32 millions de tonnes par an, et un quart, alors c'est du caoutchouc naturel, ça vient de la nature, bien sûr, mais le reste, pour la grande majorité, ça vient du pétrole. Et 32 millions de tonnes, selon les instituts de conjoncture, on prédit un besoin de mobilité à l'horizon 2050 qui sera multiplié par 2 ou par 4 selon si on interroge différents instituts ou d'autres. Et donc 32 millions fois 2 ou 32 millions fois 4, c'est beaucoup de matières premières et on sait qu'on ne les trouvera pas. Donc aujourd'hui, on est sûr qu'on ne les trouvera pas. Donc ça veut dire qu'il faut faire une grande révolution qui est de trouver des alternatives, des éléments additionnels à ce que l'on trouve aujourd'hui. Ne serait-ce que pour le caoutchouc naturel, on sait qu'on n'en aura pas assez non plus et qu'on doit trouver aussi pour le caoutchouc naturel des solutions nouvelles pour le faire. C'est ce que vous appelez les 3 R, c'est ça dans votre Alors, groupe Michelin? alors non, Oui, si vous pas voulez, seulement. donc la chimie verte s'inscrit dans une stratégie plus globale d'économie circulaire et justement pour faire face à ces problèmes de matières premières que l'on va avoir, on va mobiliser 4 leviers. Et il faut les mobiliser ensemble, parce que mobiliser seulement la chimie verte ne sera pas suffisant. Donc le premier levier, c'est réduire, oui. Le R de réduire. Le deuxième levier, c'est le R de réutiliser. On fait du rechappage, on fait du recreusage des pneus, on les répare pour justement faire en sorte qu'on utilise mieux la matière. Et ensuite, le recyclage, bien entendu, et le renouvelable. Et c'est là où intervient en particulier toute la chimie verte. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a 25% de nos tonnages qui viennent
de la nature, mais il faut qu'on augmente beaucoup dans l'avenir parce qu'autrement, on ne trouvera pas les matières premières. Donc c'est un enjeu hyper stratégique pour Michelin et c'est pourquoi Michelin a lancé de nombreux programmes dont on discutera peut-être sur ceci. Voilà, l'idée c'est de continuer aussi le tour de table et de faire comprendre un petit peu ce qu'on représente pour les uns et les autres ces enjeux. Je vais vous demander de passer le micro à Monsieur Monet. Hein. Je n'oublierai pas les autres, évidemment. François Monet, donc directeur chimie du renouvelable du groupe Solvay. Alors là aussi, l'automobile, hein, Solvay connaît quand même l'aéronautique, l'agriculture, l'énergie, le bâtiment. Puis aussi en réunissant les activités Rhodia Solvay, maintenant la chimie du renouvelable, ça a un poids conséquent pour vous. Alors bon, le groupe fait maintenant un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, une fois que le PVC est sorti. Et dedans, on a un peu plus d'1 milliard en biosourcé. Donc ce qui est quand même une empreinte non négligeable, surtout qu'une bonne partie de le reste est en partie minérale. Donc on aura plus de mal à aller directement sur le biosourcé du côté minéral, quoique. Mais donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'assez important. Et pour nous, c'est une des tendances qu'on observe. Alors ça fait un moment qu'on observe ça au niveau du groupe, hein, quel que soit le portefeuille qui tourne quand même encore assez rapidement, sur quelles vont être les nouvelles molécules sur lesquelles se mettre. Et peut-être qu'on sera dans une chimie un peu différente de ce dont parle Michelin, où on va essayer de trouver plutôt des fonctionnalités. Ça fait un moment qu'on regarde ça, en se posant la question de comment extraire des vraies fonctionnalités de la complexité du naturel, je dirais. Pas faire de la substitution pure et simple, mais trouver quelque chose de différent. Et c'est maintenant quand on parle chimie renouvelable, alors j'aime garder l'ambiguïté pour pas avoir des domaines trop stricts, autrement on va se boucher des horizons. C'était initialement les bioressources et les biotechnologies. Maintenant, c'est les bioressources ou les biotechnologies. Et les biotechnologies, il faut voir où on les applique. Donc, ça permet d'ouvrir pas mal de champs de travail. Pas mal de champs de travail. Alors, on continue ce tour de table avec Sébastien Duprat de Paul, un responsable R&D de Chimex, filiale de L'Oréal. Alors, c'est vrai, quand on se met à commencer à parler de biotechnologie, de chimie verte, chimie du durable, on se dit évidemment que ça peut être que lié à L'Oréal. Dans l'idée qu'on a en tout cas des cosmétiques, ça semble intrinsèque. C'est une partie très importante. C'est des choses qu'on a dans nos gènes depuis déjà très très longtemps. Chimex, c'est une petite filiale du groupe L'Oréal qui s'occupe de l'industrialisation des principes actifs. Donc on a une conscience importante sur tout ce qui est impact environnemental et chimie verte. On a 3 thématiques fortes, la chimie durable, les biotechnologies et ce qu'on appelle l'intensification des procédés. Donc là, on a vraiment des leviers importants et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez sur c'est pas tout de parler uniquement de chimie verte, il faut regarder à un écosystème un peu plus large et à l'impact environnemental un petit peu plus large. Le groupe d'ailleurs, L'Oréal, a lancé un grand programme depuis la fin 2013 qui s'appelle Sharing Beauty with All, qui a 4 piliers importants: Innovating Sustainably, Producing Sustainably, Living Sustainably et Commercializing Sustainably. Les 2 premiers piliers, c'est vraiment des piliers importants, l'innovation et la production. Et là-dessus, il y a vraiment des choses importantes sur le sourcing des matières premières. La biotechnologie peut être vraiment un levier important sur cette partie de sourcing et sur cette partie de production aussi de façon plus responsable. Et toute cette partie production responsable aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à réduire les émissions de CO2, comment est-ce qu'on arrive à réduire nos quantités de déchets générés et aussi tout ce qu'on essaye de faire sur tout ce qu'on appelle la water footprint, donc la consommation et les rejets d'eau. Oui, donc c'est vraiment une démarche globale d'entreprise, on le voit avec ce que vous dites. Et c'est aussi le cas de Saint-Gobain, hein, Boris Jaffrenou, donc responsable du programme. Alors, transversal, un matériau issu de la chimie verte, c'est peut-être intéressant de le préciser. Vous rappelez-vous, voilà, vous n'êtes pas chimiste, mais vous allez chercher un savoir-faire aussi pour les ambitions du groupe, pour les ambitions de Saint-Gobain. Exactement. Alors, moi, je suis originellement chimiste. Donc le programme transversal du groupe, pour vous décrire déjà le groupe Saint-Gobain en 2 mots, parce que je ne suis pas sûr que le grand public le connaisse. Il y a la moitié du groupe Saint-Gobain qui est de la distribution de matériaux de construction et l'autre moitié du groupe donc, qui est vraiment la partie industrielle du groupe Saint-Gobain. Et dans cette partie-là, on a 2 gros pôles importants. On a le pôle lié à la production de matériaux de construction, donc avec les marques Weber par exemple pour les mortiers, Placoplâtre que vous connaissez pour le gypse, la marque Isover pour la laine de verre, et l'autre partie qui est la partie appelée donc matériaux innovants, qui est la partie qui concerne les activités verrières, donc qui sont les activités historiques du groupe, et les activités matériaux de performance qui englobent les plastiques, les solutions textiles. Donc le programme transversal en fait a été constitué pour essayer d'arriver à avoir une vision déjà globale de ce qui se faisait dans le groupe en termes de chimie verte. L'essentiel des activités industrielles sur cette partie-là sont orientées vers les matériaux de construction. Et l'objectif principal, c'est d'arriver à développer des produits qui soient plus propres et plus respectueux de l'environnement.
L'un des points clés étant la qualité de l'air intérieur. On travaille évidemment énormément sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur, puisqu'on produit des matériaux pour la construction. Et l'objectif principal, je dirais, est d'utiliser les matières premières biosourcées pour faire des matériaux qui permettent d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Sachant qu'elle est 5 à 10 fois plus polluée que l'air extérieur, donc on nous en parle beaucoup ici à Paris. Tout à fait, on peut faire c'est d'actualité. Sur ces enjeux-là. On va en rentrer maintenant concrètement dans ce que vous faites les uns et les autres. Dominique Aymon, Michelin, vous avez commencé à parler de ces programmes que vous avez en particulier, que c'est important de détailler, parce qu'on est en train de voir quand même que finalement ces biotechnologies, elles sont en train d'être concrètement réalisées de plus en plus dans l'industrie traditionnelle. Alors, le premier programme dont on peut parler, c'est un programme qui vise à faire du butadiène. Le butadiène, c'est le caoutchouc synthétique principal qui est utilisé dans les pneumatiques. Et donc là, on a lancé un programme, c'est dans le cadre des investissements d'avenir en France, avec 2 sociétés françaises. Et ce programme, il vise à faire du butadiène à partir d'alcool. Alors pourquoi l'alcool et pas directement la biomasse? Parce qu'en fait, on a lancé aussi un autre programme qui vise à faire de l'alcool avec des vieux pneus. Donc vous voyez, avant c'était dans les vieux tonneaux qu'on faisait les meilleurs alcools, maintenant vous pourrez dire c'est dans les vieux pneus qu'on fait les meilleurs alcools. Et donc ce qu'on veut, parce que dans tous ces programmes-là, ce qui est très important, c'est d'avoir une flexibilité d'approvisionnement la meilleure possible. Et si vous passez par un intermédiaire de type alcool, eh bien là vous pouvez faire de l'alcool avec plein de choses, avec plein de sortes de biomasse. Et puis, vous pouvez aussi la faire avec des vieux pneus. Donc, en fonction des zones du monde, on s'adaptera. Donc c'est une base pour après. C'est une base pour après. Et à partir d'alcool, on pourra aussi faire d'autres choses. On pourra faire des noix de carbone si on veut un jour. On pourra faire des fibres textiles aussi un jour. Donc, si vous voulez, on a là un intermédiaire qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est 2 programmes. Le programme donc Trek Alcool, Trek pour Tire Recycling, et puis Bio Butterfly pour faire du butadiène. Et puis après, on a un autre programme qui lui est fait avec une société américaine pour le caoutchouc naturel, parce qu'il n'y aura pas assez de caoutchouc naturel sur la planète dans l'avenir, et on ne peut pas se contenter d'avoir accès à la biomasse uniquement dans la ceinture équatoriale. Et donc il faut essayer d'aller chercher des équivalents à l'isoprène, puisque c'est du polyisoprène, le caoutchouc naturel en grande majorité. Eh bien, on va aller le chercher. On a lancé un programme avec une société aux États-Unis qui va prendre de la biomasse base sucrée et la transformer directement en isoprène, et ensuite on fera de la polymérisation, et ça on sait faire. Mais là aussi, dans la recherche de ces matériaux, dans notre stratégie, il y a toujours, faisons en sorte que les matériaux qui sortiront nous donneront la possibilité de continuer à innover pour faire des matériaux avec des fonctions complémentaires, pour faire des matériaux plus performants. Donc ça, vous vous reconnaissez dans ce que disait tout à l'heure François Monnet sur Solvay. Complètement. Et autre élément clé aussi, dans cette stratégie 4R que j'évoquais au début, l'analyse du cycle de vie global, et je l'ai entendu dire aussi ici, est fondamentale. Parce que, vous savez, un train de pneus, c'est 40 kg de matière première, mais ça va faire utiliser 700 litres de carburant dans sa vie. Si vous prenez un matériau dit renouvelable et qu'il fait certes économiser de la matière fossile, mais qu'il dégrade l'efficacité énergétique du pneu et qu'à l'arrivée, vous avez 100 litres de carburant de consommer de plus pendant la vie, on n'aura pas fait un progrès important. Donc il faut voir global, voire très global, et garder la possibilité, avec toutes les solutions innovantes que l'on déploie, de pouvoir se donner le maximum de possibilités pour l'avenir pour continuer à innover. D'accord, pouvoir remplacer, mais avec les mêmes vertus, et puis en analysant tout, j'imagine que c'est la même démarche chez Solvay. François Monnet, vous avez aussi commencé, alors il y a eu du biodiesel, expliquez un petit peu ce que vous faites aussi en la matière. Juste un petit point, j'aimerais pas qu'on soit trop consensuel, parce que ça va être très très rasoir pour l'assistance, donc il va falloir qu'on trouve des points de désagrément pour un peu animer et montrer les vrais enjeux. Autrement, on va se passer les plats. Donc, mais je vais pas pouvoir directement me confronter à Monsieur de Michelin. Donc c'est vrai. J'avoue qu'en discutant avec vous, je n'ai pas trouvé beaucoup de points d'opposition, mais on va y arriver. On va peut-être en trouver un. Donc on est là pour ça aussi, quoi. Donc alors là-dedans, c'est vrai que nous, on a laissé passer un peu la vague. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle, de tout ce qui est la substitution pure et simple du pétrosourcé. C'est quand même une grosse démarche de pétrochimie ou équivalente dont vous parlez. Ça permettra sûrement derrière d'avoir une deuxième vague plus fonctionnalisée. C'est quelque chose qu'on regarde de moins en moins, parce que nous, le groupe se place de plus en plus en aval.
sort des grosses molécules, je dirais. On est en train de sortir du PVC, qui est notre dernière grosse molécule carbonée, hormis maintenant les polyamides. Donc, mais ça commence à réduire l'assiette assez largement. Et on s'adresse à une chimie beaucoup plus diversifiée, dans laquelle on aura envie de jouer avec des molécules complexes, des molécules qui ne peuvent pas être sorties du pétrole, qui auront des grandes chaînes, des polysaccharides, des chaînes grasses modifiées, etc., etc. On se posera la question aussi, alors je pense qu'un jour ou l'autre, vous allez nous parler de guayole ou quelque chose comme ça, une plante un peu qui va ramener un équivalent du caoutchouc. C'est vrai, on se pose la question de faire, je dirais, la gestion de la chimie par l'amont, hein, parce que l'homme n'est pas fait pour travailler. Donc si un jour on arrive à faire le travail par les plantes, ça ne sera pas une mauvaise chose. Et donc arriver à développer quand même des vraies solutions comme ça et avoir des courts-circuits de productivité, mais de différenciation en même temps dans l'ensemble de la chaîne. Hein, donc sur lesquels on ramènera par contre de la différenciation par la capacité, nous, de travailler sur des molécules complexes avec les outils qu'on a. Vraisemblablement, les enzymes pourraient nous aider là-dedans. Alors, justement, on va continuer avec Sébastien Duprat. Est-ce que vous faites aussi concrètement chez Chimex en la matière? C'est la très bonne transition parce que c'est vrai que nous on a déjà une usine de biotechnologie dans le centre de la France à côté de Tours. Donc c'est une usine qui fabrique déjà des actifs par voie biotechnologique, donc des fermentations bactériennes ou des cultures de cellules végétales. Donc là, on a déjà cette application industrielle. Et après, on a la volonté encore d'aller un petit peu plus loin. Donc je pense que les enzymes sont une vraie belle opportunité pour les chimistes, parce que je prends ça comme une vraie boîte à outils pour essayer d'aller dans une alternative à quelque chose qui peut être des catalyseurs chimiques, qui peut être des catalyseurs d'origine pétrochimique. Et ce qui est intéressant, vous êtes filiale de L'Oréal, vous ne travaillez pas que pour L'Oréal, vous commencez à vous ouvrir aussi à un autre marché, justement, dans ces gens-là. Depuis 5 ans maintenant, on a décidé, évidemment en accord avec le groupe, d'ouvrir notre business à d'autres clients potentiels et donc de travailler pour eux dans des démarches de coopération ou de collaboration vraiment innovantes dans les domaines de la chimie verte durable, dans les domaines des biotechnologies, dans les domaines de l'intensification des procédés, où on essaie d'utiliser des technologies un petit peu nouvelles et différenciantes pour fabriquer différemment les ingrédients. Alors, Boris Jaffrenoux, vous avez commencé à nous parler un petit peu de ce que vous faites en termes de matériaux pour mieux comprendre un petit peu la démarche. Finalement, il y a aussi une analyse de cycle de vie, d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi une grande réflexion sur l'éco-conception. Enfin, ça va du début jusqu'à la fin du produit. Oui, tout à fait. Je me retrouve dans ce qui a été raconté. Donc, j'ai un exemple, l'exemple le plus concret au sein du groupe sur l'utilisation de chimie verte, de matières premières biosourcées pour réaliser des matériaux. C'est l'utilisation de ce genre de matière pour faire des liants pour la laine minérale. Et je me retrouve dans les thématiques qui ont été discutées. C'est qu'on a depuis peu, pour la majeure partie des activités, notamment pour les produits pour la construction, des personnes qui s'occupent à 100% des cycles d'analyse de vie de nos produits. C'est dans ce cadre-là également que des nouveaux produits ont été développés. Et également dans le cadre de la substitution des matières premières d'origine pétrochimique. Donc l'objectif, ça a été de remplacer ce qu'on utilise comme matière organique aujourd'hui pour lier les fibres minérales entre elles et pour faire les produits d'isolation que vous connaissez, par des nouveaux liants qui sont issus majoritairement de la chimie des sucres, donc qui présentent, comme je le disais tout à l'heure, une meilleure qualité en termes d'émissions d'espèces chimiques par rapport à la qualité de l'air intérieur, mais qui présentent également des cycles de vie améliorés par rapport aux produits existants actuellement. Donc ça, c'est un produit qui est en cours d'industrialisation dans le groupe actuellement. D'accord, en cours d'industrialisation. Alors, pour ce qui est, je voudrais essayer que vous arrachiez le micro, mais vous y arrivez, ça y est, vous retenez encore. Voilà, pour comprendre, globalement, on voit que vous y êtes tous, hein, mais on peut se poser la question, c'est toujours la même. Voilà, est-ce que c'est un but, cette fameuse chimie du biosourcé, un but en soi? Qu'est-ce que ça représente pour chacune de vos industries? Parce que c'est vraiment la question qu'on peut évidemment se poser. Je pense que ça y est, François Monnet, il va pouvoir saisir le micro. Voilà, il n'était pas trop loin, merci. D'abord, j'ai envie de dire que de la coupe aux lèvres, il y a quand même une certaine distance. Hein. Donc, et que ce n'est pas tout à fait aussi simple que ce qu'on dit. Donc là, on est tous bien assis, confortablement. On vous parle de grands horizons. Mais aussi bien, d'abord, c'est des mondes qui cohabitent pas forcément simplement en termes industriels. Hein, quand on va parler biotech, on va parler eau. Quand on va parler chimie organique, on ne parle surtout pas d'eau dans certains procédés. Donc déjà, ces deux mondes industriels, ça commence à pas être si simple. On voit d'ailleurs que les gens de l'agro qui sont rentrés dans les building blocks, comme on dit en français, s'arrêtent juste à la porte parce que derrière, ils n'ont pas envie d'entrer dans les milieux organiques et puis ils ne connaissent pas les marchés en aval. C'est quand même une deuxième condition pour pouvoir se développer. Donc ça pose des questions là. Hein, donc il y a tout ça. D'autre part, on a aussi la multiplication des solutions à chaque instant. Hein, donc on n'a pas une source de carbone qui remplace l'autre. On a une source de carbone en plus des autres. Et tous les 10 ans, il y en a une de plus. Ce n'est pas une qui disparaît, il y en a toujours une de plus.
La carbochimie va revenir, à peu de choses près. Donc on a maintenant le carbone plus ou moins renouvelable, pour peu qu'on arrive à s'en sortir. Il y a quand même quelques problèmes de logistique, ça coûte un petit peu. Il y a encore du pétrole, on m'a dit, et je crois qu'on trouve du gaz. Donc c'est déjà un certain nombre de ressources disponibles. Et les méthodes pour les transformer sont elles aussi de plus en plus nombreuses. Quand on ajoute là-dedans des outils que nous avons des fois, nous, un peu du mal à comprendre, parce qu'on est assez peu biotech, en tout cas on va l'avouer très simplement, on ne sait jamais d'où va sortir la prochaine innovation. Donc, si je vous écoute bien, c'est pas si facile comme ça de se dire voilà, je vais faire de la chimie, du biosourcé. Voilà, il faut vraiment avoir une. Vous engagez, je pense que quand Michelin va commencer à faire du butadiène par voie, disons, biosourcée, c'est quelques centaines de millions dans des usines. Oui. Et il ne faut pas se tromper sur la solution que vous mettez en place. Voilà. On s'est posé la question sur un truc tout simple qui était l'épicérol, c'est-à-dire l'épichlorohydrine à partir du glycérol et pas du propylène. C'est quand même des tickets à 100 millions ou 150 millions. Vous en prenez pour 10 à 15 ans, et quand vous voyez que le marché de la matière première est absolument pas stabilisé, il y a un peu de fébrilité avant de décider des investissements. Ça se comprend. Donc les patrons sont là pour faire des résultats, pas pour prendre que des risques. Ils sont aussi pour prendre des résultats. Donc ça montre qu'on n'est pas encore tout à fait là. Et quand je vois, parce qu'on est quand même là pour parler du Génopôle, on n'est pas là pour passer les plats aussi, mais il y a quand même tout, pour nous, chimistes, plus ou moins traditionnels, on ne va pas se dire, quand bien même on est des fer de lance en innovation, on a quand même un peu de tradition dans la maison. Il y a un monde à côté de nous qui bouge beaucoup plus vite et qui a une capacité d'essaimage, je dirais, de transposition de ces solutions technologiques qui peuvent nous sortir sous les pieds sans qu'on s'en rende compte si on n'est pas un petit peu vigilant. Donc je pense qu'on doit tous être un petit peu très envieux et un petit peu fébrile devant tout ça. Alors, ça veut dire regarder ce qui vient justement de la part des plus jeunes entreprises, des startups, être très ouvert sur ces questions-là, sachant qu'on dit souvent que la R&D dans un grand groupe, il faut que ça se mette bien normal. Vous ne nous connaissez pas, alors, si vous dites ça. Mais donc, non, mais c'est vrai qu'on a des problématiques différentes. Les startups nous trouvent toujours lents, mais toutes les fois qu'on les rencontre, on leur dit ce n'est pas une solution que vous amenez, c'est une solution parmi une cinquantaine qu'on doit étudier. Et on en prend pour 10 ans. Et donc on prendra bien quelques semaines pour étudier si votre solution elle est intégrable dans notre jeu et si on peut être partenaire d'une façon ou de l'autre. Donc c'est quand même un peu ce qui se passe. Non, je voyais juste moi le fait que les biotech, disons, humaines sont autrement plus développées que les biotech, je dirais, industrielles. Donc elles ont une capacité d'essaimage qui est énorme, avec des transferts d'outils qui sont beaucoup plus rapides que la mise au point des outils. Donc qui peuvent d'un jour ou l'autre venir avec des solutions complètement différentes. On aura le temps d'en parler peut-être plus tard. Alors justement, on va faire rebondir les uns et les autres sur toutes ces questions. Vous avez quand même soulevé beaucoup d'interrogations et aussi sur ça coûte cher, ça coûte de l'argent aussi tout ça. Oui, de toute façon, on est dans des industries qui sont très lourdes et on sait que ça passera, enfin quand on parle de millions de tonnes, ça passe par des usines qui sont des grosses usines, qui est donc des capacités importantes, des investissements importants. Mais de toute façon, on a absolument besoin d'avoir de la flexibilité dans nos approvisionnements. Ça, c'est vraiment pour l'avenir. Il y aura toujours des incertitudes sur certains domaines. Il y aura des zones qui se fermeront, des zones qui s'ouvriront. Et donc, on a besoin d'un maximum de flexibilité. Et c'est pour ça que on va dans cette direction et on y va. On a décidé d'y aller. Alors, peut-être une des forces de Michelin, c'est qu'il n'y connaissait rien dans ce sujet. Et qu'il a été obligé de faire de l'open innovation et de s'ouvrir justement à beaucoup de petites sociétés qui sont nouvelles sur ces éléments. Vous faites avec aussi des partenaires, enfin plus ou moins conséquents, mais vous faites aussi des démarches. C'est pas des très gros partenaires. À part, on a le CEA dans certains programmes, mais c'est beaucoup de petits partenaires et justement, on profite de ces connaissances qu'ils peuvent avoir pour nous aider parce que on a beau avoir 350 métiers dans nos centres de technologie, on connaissait l'EVA, on connaissait l'amélioration de l'EVA, mais par contre, biotechnologie, partir de micro-organismes, les transformer, ça on ne savait pas faire. Donc on utilise des compétences externes à l'entreprise et je pense que ça c'est une force aussi que l'on a par rapport à ça. C'est une force. Alors, j'imagine que Sébastien Duprat-Dupôle va réagir à tout ça, même s'il a un autre prisme aussi. Mais... Non, mais je pense que la partie Open Innovation, elle est vraiment importante. Nous, c'est aussi pour ça qu'on est sponsor du concours Génopôle depuis 3 ans maintenant. C'est que c'est justement en essayant d'identifier les petites pousses qui déposent leur dossier dans ce type de concours qu'on peut aller identifier des choses. Et on a déjà initié des discussions ou des débuts de partenariat avec des entreprises de Génopôle parce que justement, ça nous a donné accès à ces technologies. Il faut être complètement humble, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut aller chercher ce qui est à côté.
Après, sur la partie, on ne joue pas dans la même cour hein, avec Solvay. Nous, ce n'est pas des centaines de millions de tonnes, donc clairement, l'investissement, il ne sera pas aussi élevé. Il est quand même important, mais les produits sont parfois à plus haute valeur ajoutée. Après, ce qui est très compliqué aussi pour quelqu'un comme Michelin, c'est qu'il faut aller contrer des choses qui sont issues du pétrole et qui sont parfois à des coûts et à des prix assez bas. Donc, comment est-ce qu'on met une nouvelle technologie en place avec des coûts qui sont parfois importants? C'est aussi un enjeu qui est clair par rapport à ça. Donc nous, on voit aussi les biotechnologies comme un accès vers une innovation différente. C'est-à-dire avoir accès à des molécules auxquelles on n'a pas accès par les voies chimiques classiques, par les technologies classiques. Donc c'est un champ des possibles qui s'ouvre un petit peu. Ça peut être une partie de cette chimie. On ne peut pas imaginer à terme qu'on va tout remplacer par cette forme de biosourcée dont on parle de plus en plus, mais finalement ça restera, comme vous disiez, il faut de la flexibilité, finalement, c'est ça. Il faut sûrement faire le maximum pour essayer d'employer un maximum de matières premières d'origine renouvelable, de fiabiliser toutes les filières, les ressources, etc. Parce que c'est vraiment tout un ensemble. On parle souvent des débats entre l'alimentaire et puis les matières premières à usage autre. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir de façon très responsable, de toute façon sourcer les matières premières renouvelables. Oui, alors Boris Jaffreno, je vais vous faire réagir avant de continuer à commenter sur quelques questions que vous avez soulevées sur ces enjeux-là. Oui, alors je rejoins ce qui a été dit. Pour nous, ce qui est important à ce stade, on a des process industriels qui sont très lourds, et c'est de pouvoir développer des nouvelles technologies ou des nouveaux matériaux qui fit avec les process actuels. Donc les cahiers des charges des développements de matériaux qui utilisent des matières premières biosourcées sont faits de telle manière à ce qu'on puisse utiliser les lignes industrielles actuelles pour réaliser ces matériaux. Imaginez une ligne de production de laine de verre, une ligne de production de verre, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc la première étape vous avez soulevé une des questions qui allait venir naturellement, parce que pour les uns et les autres, on se dit, voilà, si on se tourne vers ce type, je vous ai interrompu, mais on se tourne vers ce type de chimie, est-ce qu'il faut revoir tout son matériel? Quel coût ça représente? Enfin, c'est une grosse question qu'on peut se poser. Alors, sur le cœur des procédés eux-mêmes, aujourd'hui, on les modifie pas. Par contre, évidemment, il y a des modifications à la marge, il y a des adaptations de procédés, donc ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent par usine. Ceci étant dit, on ne peut pas modifier complètement les procédés qu'on a actuellement. Vous faites pas, tout à fait. Mais bon, vous aussi, ça représente quand même des investissements qui sont lourds, et c'est aussi un choix. Dès qu'on met en place une nouvelle technologie dans le cadre de ce cycle de métier, c'est tout de suite des investissements importants. Tout à fait. Alors François Monnet, je pense que vous êtes prêt à réagir à beaucoup de questions. Il y a la question soulevée sur le fait de modifier ou non le matériel, et on reviendra aussi sur le biosourcé aussi, d'où ça vient aussi, la question qui est soulevée, hein, vous en parliez tout à l'heure, Sébastien Duprat-de-Paul. Je me dis qu'on a un ADN assez semblable, donc il ne faut pas qu'on tourne en rond entre gros industriels, parce qu'il y a une vie en dehors de la grosse industrie, hein, donc je crois que c'est vrai aussi, et notamment en termes d'innovation, avec des structures peut-être plus flexibles. Je parlais tout à l'heure, peut-être qu'on a une recombinaison de la chaîne de valeur à faire, qui va être où, qui vont être les fournisseurs de technologie, les partenaires technologiques. Je n'aime pas le nom de fournisseurs de techno, parce que je crois qu'il y a toutes les fois une adaptation vraiment à ce qu'on veut faire comme produit. Quelle va être la chaîne amont avec laquelle on va se mettre à travailler. Hein, si on s'occupe du biosourcé, ça pose pas mal de questions, c'est pas très très simple. Alors le jour, on va se demander si on va mettre des plantes modifiées, parce que vraiment l'huile qui en sort est excellente. Ça va poser dans certaines contrées quelques difficultés d'exploitation, donc ça va être intéressant, ça aussi. Donc voilà, je crois qu'on a un petit peu la même typologie, mais je veux dire qu'il y a peut-être une autre chimie qui peut se mettre en place, ou d'autres choses. Par contre, on a quand même des industries lourdes, en gros, et pour transformer l'outil, ça coûtera cher à quelqu'un, un jour ou l'autre. Ça, c'est assez... Surtout dans des marchés comme en Europe de l'Ouest, où la croissance n'est pas phénoménale, d'après ce qu'on me dit. Et donc, on va plutôt être sur du remplacement de capacité que sur développement de capacité. Une rupture de technologie dans un marché en croissance, c'est du pain béni. Une rupture technologique dans un marché qui commence à se décomposer, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, c'est un petit peu ça ce qu'on va voir là-dedans. Donc, je pense que beaucoup de chimistes essayent de sortir vers l'aval, en se disant on a plus de valeur à créer par là. Et on voit un monde qui se recombine avec un autre rôle, des pétrochimistes ou autres, qui continuent à être sur le même domaine. Voilà. Je voyais Dominique Aymon prêt à commenter. Oui, je voulais réagir en particulier par rapport à ce que vous disiez sur le fait, est-ce qu'on va tout transformer? On ne va pas tout transformer. Chez Michelin en particulier, c'est l'amont qui va être transformé, plus que Michelin. Puisqu'on va continuer à faire des pneumatiques et
mais on les fera avec des nouveaux matériaux. Donc c'est plutôt l'amont qui va être transformé. Et là encore, on ne va pas tout transformer l'amont non plus, parce qu'on sait qu'il faudra de la flexibilité par rapport à ça. Je prends le butadiène au cours des 7 ou 8 dernières années, son prix a varié d'un facteur 4, à la hausse comme à la baisse. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de flexibilité par rapport à ça, comment vous vous adaptez à ce genre de situation? Donc, et le fait de multiplier les technologies de disponibilité de matières premières en amont, c'est aussi un moyen de créer des amortisseurs par rapport à ces prix qui peuvent s'amuser à faire le yo-yo. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de diversifier nos approvisionnements par rapport à ça. Est-ce que ça vous oblige aussi à modifier du matériel, enfin de façon conséquente, ou même si vous, au bout du compte, vous fabriquez toujours des pneumatiques, j'ai compris, mais dans l'amont, dans la réception, si vous voulez, dans la réception, la préparation des matières premières, il y aura un certain nombre de changements. Mais les vrais changements, ils seront dans le fait que c'est pas une raffinerie qui nous sortira les éléments, mais c'est une usine qui travaillera avec de la biomasse. Alors, à vous écouter les uns les autres, je pense qu'on peut poser la question pourquoi. On comprend que c'est pas facile. Hein, pourquoi on le fait? Parfois, certains vont dire oui, ça fait peut-être très joli aussi en termes d'image, pour réduire aussi cette idée-là. Tout de suite, c'est pas du tout notre objectif. Alors, s'il y a une chose, c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est surtout pas de faire un pneu 100% bio, parce que, notre objectif, c'est d'abord de faire des pneus qui sont plus sûrs, des pneus qui durent plus longtemps, des pneus qui permettent d'économiser du carburant. Je vous disais tout à l'heure, pour 40 kg de matière première, c'est 700 litres de carburant dans la vie du produit. Donc faire un pneu 100% bio qui va faire consommer plus de carburant à la voiture, ce n'est pas du tout l'intérêt de nos clients. Et si ce n'est pas l'intérêt de nos clients, ce ne sera pas l'intérêt de Michelin. Comme ça, au moins, c'est clair. Maurice Jaffonou, justement, vous êtes sur un domaine, quand même, le bâtiment, où on sait bien, de toute façon, en dehors de la réglementation, qu'on est de plus en plus dans ces enjeux aussi de bâtiments durables. Donc, ce que ça représente pour vous, c'est vrai qu'on dit parfois, voilà, ça peut être bien joli aussi en termes d'image, mais pas seulement, évidemment. Non, pour nous, c'est pas l'objectif. Je vous mentionnais en introduction, les différents projets R&D qui ont lieu autour de ces sujets-là, c'est vraiment tourné, donc, premièrement, autour de la qualité de l'air intérieur. On utilise d'ailleurs des matériaux biosourcés sans forcément communiquer autour après sur le lancement des nouveaux produits. On communique vraiment sur ces thématiques-là. Saint-Gobain, vous communiquez globalement peu. Vous êtes un groupe qui fait des choses mais qui communique peu. Mais on communique assez peu. Alors ça dépend des activités. Isover commence à communiquer un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a de la communication seulement sur une partie du groupe. Donc je vous parlais de la qualité de l'air intérieur. Et l'une des autres grandes thématiques, c'est arriver à fitter aux réglementations actuelles. Et notamment par remplacement, notamment dans le domaine des phtalates aujourd'hui, qui vont être bannis, par, dans notre cas, des nouveaux bioplastifiants. Là, c'est vraiment lié à des problématiques de réglementation et pouvoir fitter aux nouvelles réglementations qui ont lieu, dans ce cas-là, dans le domaine agroalimentaire de notre côté. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui vous pousse aussi, finalement, exactement, les uns les autres beaucoup. Hein. On sait bien qu'il y a des réglementations qui poussent aussi à faire bouger les lignes. Dans les différents domaines dans lesquels on travaille. Alors, Chimex, L'Oréal, Sébastien Duprat-de-Paul, sur toutes les questions qu'on a évoquées. Déjà, on n'a pas eu de scoop sur la réorientation de Michelin, donc ça me rassure quelque part. Après, je pense que ce n'est pas une question d'image. Nous, on est parti du constat que les consommateurs sont clairement de plus en plus soucieux de la façon dont sont fabriqués les produits. Donc nous, on a envie de développer des technologies qui soient les plus éco-responsables possibles. Et qui répondent à la demande des clients aussi, finalement. Oui, in fine, oui. Oui. Donc c'est tout ce qu'on essaye de faire dans tout ce qu'on appelle l'éco-conception des procédés, on en a parlé tout à l'heure. C'est possible de le faire en chimie, avec une chimie qui est encore plus durable et encore plus responsable. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette petite table. C'est aussi la partie sur les biotechnologies, mais c'est aussi comment est-ce qu'on repense peut-être les procédés. Parce qu'un procédé, c'est quoi? C'est une synthèse avec un équipement ou des équipements. Et on peut faire la plus belle chimie de la Terre, mais si on n'arrive pas à la faire dans un équipement qui va consommer moins d'énergie, qui va peut-être être plus facile à utiliser, qui va être respectueux des collaborateurs qui vont l'utiliser, je pense que c'est tout cet écosystème-là qu'il faut penser aussi. Oui. Vous voulez dire, allez-y. C'est pas facile à passer le micro comme ça, mais c'est bien. Non, mais ça permet de respirer. Ça permet de respirer. Je ne vais pas agresser Monsieur L'Oréal. C'est pas un problème d'image, mais vous êtes en face du consommateur final. Il y a quand même un aspect marché, marketing, attractivité du produit que nous, en tant que chimistes plus de base, on sent moins. Donc, sans être un problème d'image, c'est un problème de positionnement qui est assez lié à la gamme de produits. Je parle de L'Oréal, je ne parle pas de Chimex. Donc, d'accord.
Joker. donc voilà. Derrière, on a envie de, sans dire des grosses bêtises, on a envie de se dire tout en temps, un pétrole qui tourne de façon infinie, c'est extrêmement éco-responsable. Hein. Donc il faut aussi se le dire. Donc on a là des sources d'amélioration énormes. Je crois que c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, hélas, hélas pour le débat, comme mes voisins, nous, on n'est pas des ayatollahs du pro-vert, du pro-biosourcé. Donc, c'est tout. On est assez pragmatique aussi. Et on note quand même ça comme un facteur positif dans notre référentiel de durabilité, quand on évalue les produits et les projets. D'accord, mais ce n'est qu'une des marques parce que ces notions-là sont quand même pas toujours très bien stabilisées. Les analyses du cycle de vie, il y a de la méthodologie en place, mais elle peut être encore raffinée si je suis très poli. Hein. Donc souvent, on a vu des analyses du cycle de vie qui déterminent le périmètre pour que vous soyez positif. Donc le jour où on arrivera à éviter ce biais de méthodologie, je crois qu'on sera un peu plus cohérent et un peu plus à l'aise quand même. Hein. Donc je n'ai pas dit qu'on le faisait, j'ai dit que ça existe. Hein, donc, soyons précis. Donc là, c'est vrai qu'il y a une notion assez pragmatique de est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, de passer sur une bioressource. Est-ce que c'est un facteur de compétitivité? Est-ce que c'est un facteur de fonction, donc de fonctionnalité? Est-ce que c'est un attribut marché? Un attribut bio? Il y a beaucoup de bio comme attribut, hein, que ce soit le biodégradable, le biosourcé, le biocompatible. Enfin, on peut avoir plein de choses là-dedans qui sont des choses, disons, pour lesquelles le consommateur final sera sensible. Hein, ce qui est plus typiquement quelque chose comme L'Oréal regarde, puisque je crois qu'il y a une volonté d'avoir en 2020 100% des matières premières comme étant biosourcées, dans le cadre de L'Oréal même, si j'ai bien compris, la politique de la maison mère. Voilà. Oui, allez-y. 100% des matières premières d'origine renouvelable qui seront sourcées de façon durable et responsable. Ce qui montre qu'il faut être précis quand on écoute les messages des autres. Donc, donc voilà, si on est pareil, analyse du cycle de vie, service rendu. Et de temps en temps, alors il faut se rendre aussi compte que je crois le plus gros usage de la biomasse, c'est l'envoyer à la chaudière, hein, au niveau mondial. Il faut quand même revenir à des choses de base. Hein, donc il ne faut pas non plus se tromper. Et quelque part, c'est peut-être pas stupide, ça évite beaucoup de problèmes logistiques. Et si on gardait le pétrole que pour faire la belle chimie, économiquement, ça a aussi du sens. Donc voilà, quitte à utiliser des biotech dessus, hein, on ne va pas être contre. Je rassure le Génopôle, on a encore besoin d'eux. Donc en fait, voilà. Vous faites un joli mix énergétique. Oui, non, parce qu'en fait, on voit le découplage entre biotech et biosourcé. Et donc ça, c'est une carte de plus qui se met à se mettre en place et ça nous pose de belles interrogations. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, puisqu'on parle de la question comment les biotechnologies impactent-elles l'industrie traditionnelle, ce qui ressort de toute cette discussion, c'est que vous êtes sur des enjeux de réflexion, vous tournez vers les autres, vous allez chercher une nouvelle compétence. Ça, au moins, c'est quelque chose aussi qui est quand même assez, malgré tout, aussi impactant, même si ça ne va pas représenter tout l'avenir de votre activité. Alors, ce ne sont pas des enjeux de réflexion, hein, c'est des enjeux d'action. Hein. Ça y est, c'est terminé la réflexion sur le sujet. Hein. Ça y est, maintenant, les feuilles de route ont commencé à s'écrire. On en écrira d'autres, mais les feuilles de route, elles sont définies. Et maintenant, on déploie les feuilles de route. Ça prendra du temps pour les déployer, mais ça y est, c'est parti. Alors, les uns les autres, comment vous voyez justement ces perspectives, chacun dans votre partie moi, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a déjà une usine de biotechnologie, donc on est des early adopters. Après, il y a encore énormément de choses à faire. On a parlé de la catalyse enzymatique tout à l'heure. Je pense que ça peut ouvrir des alternatives à des méthodes de synthèse qui sont un peu plus classiques et par moments un peu plus coûteuses en déchets, en énergie, etc. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. J'en parlais aussi tout à l'heure, ça peut ouvrir un champ des possibles, des choses que la nature sait très bien faire. Et je pense qu'il faut essayer. Monsieur Monet en parlait tout à l'heure. On n'est peut-être pas fait pour travailler, mais si la nature le fait bien, il faut essayer de s'en inspirer un maximum. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, il y a un pan qui est assez important, qui est peut-être un petit peu plus loin de ce que nous on fait, parce que pour l'instant, on n'est pas encore dedans. C'est tout ce qu'on appelle la biologie de synthèse. Le Génopôle est très actif dedans, avec beaucoup de sociétés comme Global Bioénergie ou d'autres. Il y a sûrement des belles choses à faire là-dedans. Après, c'est une économie globale qu'il faut bien regarder parce que c'est quand même des investissements qui sont importants. Boris Jaffrenou pour le mot de conclusion. Oui, donc je suis d'accord sur les feuilles de route chez nous. Comme je vous disais, dans certaines activités, c'est déjà parti. On produit déjà. L'un des enjeux majeurs finalement pour le groupe Saint-Gobain aujourd'hui et du programme transversal, c'est de pouvoir déployer les technologies qui ont été développées pour certaines activités pour d'autres activités. Et dans un groupe assez éclaté comme le nôtre, qui a été fait historiquement beaucoup par acquisition, c'est une thématique qui est extrêmement importante. On commence à voir les débouchés, on commence à développer les
technologies donc, qui ont été développées, je vous parlais pour Isavert tout à l'heure, pour d'autres activités du groupe. C'est pour ça ce programme transversal dont vous parlez finalement. C'est nécessaire sur les thématiques majeures telles que celle-là. On a une dizaine de programmes transversales dans le groupe et toutes sont faites pour justement arriver à catalyser un certain nombre de développements industriels qui ont été faits pour une activité, pour d'autres activités. Est-ce qu'il y en a encore un qui veut ajouter quelque chose? Oui, c'est sa dernière chance. Pour dire que finalement, tout ce qu'on fait là et toutes ces solutions qu'on veut déployer, on les déploie parce qu'on est convaincu par les premières études que l'on a faites qu'elles seront plus économiques, qu'elles seront socialement responsables et que les solutions seront bonnes au point de vue social et qu'elles seront d'un point de vue environnemental meilleures que les solutions actuelles. Si on n'a pas ces trois choses-là, on n'y va pas. Oui. Mais on y investit beaucoup au départ, voilà. À tous les niveaux, même humainement et financièrement. Moi, c'est juste un petit point de méthodologie parce qu'on est quand même en phase du Génopôle, il y a quand même des startups. Alors on est des fois un petit côté dinosaure par rapport aux startups, donc on l'accepte, c'est comme ça, c'est notre ADN, il faut qu'elles sachent qu'on en souffre aussi, c'est comme ça. Par contre, on a essayé de se rapprocher d'elles en investissant dans 5 fonds, dont certains sont dans la salle si je ne me trompe pas, et je crois que ça nous a permis de comprendre la façon dont elles travaillent et de savoir mieux travailler avec elles, quel accompagnement il leur faut. Et on n'est pas forcément des prédateurs, loin de là. On est vraiment en train de se dire comment faire en sorte que leur projet marche et comment on peut faire un projet commun, quelle que soit la forme, que le partenariat, l'approvisionnement, être client, être fournisseur, être partenaire, être investisseur. Enfin, il y a beaucoup de méthodes différentes qui permettent de raffiner le projet et pas de dire « Ah, je vais parler à un gros industriel, il va me mettre la main dessus le grappin ». Je crois que ça, c'est des trucs qui tuent, ça tue tout. Donc voilà. Donc on a réussi petit à petit, je pense, à avoir ça. On n'est pas beaucoup plus agile, mais au moins on est un peu plus, on est plus respectueux, plus ouvert. Et c'est une source énorme pour nous de compréhension de l'innovation qui essaye de se lancer sur le marché. Et donc on a besoin de voir ce qui se passe là et de discuter, de rencontrer tous ceux qui se lancent dans cette aventure, parce que c'est une belle aventure, mais il y a du sang et des larmes aussi de temps en temps. Donc, alors c'est une belle transition, vous en avez déjà parlé aussi, mais Chimex est partenaire justement de ce concours Génopôle. On va découvrir les lauréats dans un instant. Donc un mot supplémentaire, Sébastien Duprat de Paul. Eh ben, nous, ça fait 3 ans qu'on est partenaire du concours. Moi, je fais partie des séminaires de sélection des jeunes pousses en devenir ou qui sont déjà un petit peu installés. On a eu le jury là aujourd'hui avec vraiment des dossiers de qualité et je vois, c'est la 4e édition, c'est ça. Oui. Moi, ça fait 3 fois que je participe et je trouve que ça gagne en qualité à chaque fois. Donc voilà, moi je suis ravi d'être là et je pense que les personnes qui sont passées devant le jury aujourd'hui peuvent être vraiment fiers parce qu'ils ont montré des dossiers de qualité. Voilà, on va les découvrir, c'est le rêve, parce qu'ils vont se présenter. Donc je vous remercie tous les 4 en tout cas pour cette belle introduction sur les biotechnologies et l'industrie traditionnelle. Je vous invite à regagner vos places. Vous reviendrez tout à l'heure, Sébastien Duprat de Paul. Et donc pour passer quand même à ce concours, la 4e édition, et découvrir les lauréats, je reste assise parce que je crois que ça va être peut-être plus facile pour lui. J'appelle, si vous allez vous mettre debout courageusement. Éric Laménière, le directeur de Génopôle Entreprise, va venir me rejoindre pour parler plus en détail de ce prix. Allez-y. Bien, bonjour à tous. Juste un petit mot donc, sur la mécanique de ce concours. Donc, on va vous révéler bientôt le vainqueur de la 4e édition. Gardez juste à l'esprit que ce vainqueur est issu d'un long processus de sélection qui a commencé à la fin de l'été, puisque nous avons reçu une bonne quarantaine de dossiers, des dossiers venant de France, mais aussi de l'étranger, dans des domaines extrêmement larges. De ces 40 dossiers, nous avons fait en interne, alors c'est notamment Valérie Brunel de l'équipe Génopôle Entreprise et tout le reste de l'équipe, on a sélectionné 10 premiers dossiers. Alors encore une fois, on les a sélectionnés sur la qualité de la science évidemment et sur le potentiel à partir, alors c'est des dossiers très légers, c'était une volonté, derrière de créer une société. Donc ces 10 dossiers, 10 projets ont passé ce que l'on a appelé le séminaire, donc ça doit être sur la diapo d'après, merci, le parcours de l'entrepreneur. Alors l'idée, encore une fois, elle est aussi liée à nos gènes, à notre rôle, qui est aussi d'aider les chercheurs et d'aider les porteurs de projets à faire ce parcours. Donc l'idée était toute simple, était sur ces 10 projets, encore une fois, beaucoup étaient très amont, c'est de leur faire suivre le parcours que suivrait un entrepreneur. Donc vous voyez les 10 personnes qui ont accepté, 10 organismes qui ont accepté de participer. Donc effectivement,
Sébastien a participé en personne. On a réuni, alors évidemment, vous voyez les incontournables, BPI France évidemment pour toute la partie financement public, mais la partie financement privé était représentée par plusieurs fonds. On avait CE1 Investissement, et puis Emertech qui s'est joint à nous cette année. Et j'allais les oublier, effectivement. Alors ça, c'est aussi une des choses que l'on regarde avec attention. C'est tout ce qui est crowdfunding, tous ces modes de financement je dirais alternatifs aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils resteront alternatifs très longtemps. On avait aussi un organisme de transfert, puisque l'organisme de transfert, c'est souvent dans le mécanisme de création la première étape du créateur. On avait Paris Région Entreprise, alors c'est le nouveau nom, pour ceux qui ne savaient pas, de ce qui était l'ARD, l'Agence régionale de développement, et du CFI, oui, merci. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Et puis évidemment, ils ont aussi rencontré des chargés d'affaires Génopôle Entreprise. Voilà, donc ces 10 dossiers ont passé une journée à Génopôle, une dizaine d'entretiens face à face. Et à partir de ces 10 dossiers, on a donc sélectionné 5 dossiers, encore une fois, qui ont franchi l'étape et qui ont été présentés aujourd'hui au jury. Alors le jury, encore une fois, on a essayé de réunir un jury qui réunissait à la fois des industriels, à la fois des investisseurs, parce que dans notre monde, la sortie industrielle est souvent la deuxième étape et le premier client de la biotech, c'est souvent l'investisseur. Donc ce jury était présidé par notre directeur général, Pierre Tambourin. On avait deux investisseurs, donc Sophie Nova, qui participait pour la deuxième ou troisième année, je crois, à notre concours, ainsi que Demeter, qui est un fonds vraiment spécialisé. Autant Sophie Nova est un fonds qui investit dans beaucoup de domaines, dont les sciences vivantes, mais Demeter est vraiment spécialisé dans cette partie, je dirais, non santé. On avait 2 entrepreneurs, alors ça nous semblait aussi intéressant d'avoir des entrepreneurs, un entrepreneur qui demande excuse un peu ancien, Lemkin, Grégory Lemkin de Watchfrog, qui est une société qui doit avoir une dizaine d'années, je ne vais pas me tromper, qui était créée à Génopôle. Et puis un jeune entrepreneur, Insect, qui est le lauréat un des lauréats du concours de l'an dernier. On avait aussi l'INRA Transfert, toujours pour, encore une fois, dans le processus de création en France, les organismes de transfert sont extrêmement importants. Voilà. Donc ça, le jury s'est réuni. Et la diapo d'après, alors les prix, oui, effectivement, j'allais oublier, les prix, c'est quand même important. Avec nos sponsors, donc évidemment Chimex, que j'ai cité encore une fois, et puis le Crédit Agricole, au travers du village, qui nous héberge aujourd'hui, et vous verrez qui participe aussi, on a créé un premier prix d'une valeur d'à peu près 90 000 €. Alors il constitue de 30 000 € un chèque, alors, qui sera un chèque en carton au début, mais qui se transformera très très vite en un vrai chèque. Un accompagnement Génopôle Entreprise, avec un hébergement gratuit au sein de Génopôle, adapté à la société pour une période de 6 mois, une étude de marché qui va être faite par Tech2Market, et puis EY va aussi analyser, comme ils le font depuis de nombreuses années, j'ai vu Philippe là-bas, comme ils le font depuis de nombreuses années pour le grand concours du ministère de la Recherche, va passer une journée ou à peu près à analyser vraiment à 360 degrés. Et on a un nouveau contributeur cette année qui est Louzon Chouraki, qui est dans la salle aussi, et qui, elle, va offrir, alors cette fois-ci, ce n'est pas aux lauréats, c'est à tous les finalistes, donc ça c'est la bonne nouvelle, à tous les finalistes, son guide de la jeune entreprise innovante, qui est un peu la Bible qu'on a tous sur nos bureaux, et dont la prochaine édition va sortir, je crois, en janvier, c'est ça, voilà. Donc un premier prix, des prix spéciaux, qu'on vous annoncera peut-être tout à l'heure, je maintiens le suspense. Alors la seule différence, c'est qu'il n'y a pas les 30 000 € en liquide et l'étude Tech2Market. Autrement, alors j'ai oublié le village, pardon, qui contribue effectivement pour le vainqueur, excusez-moi, puisque le vainqueur sera accueilli gratuitement pendant 6 mois dans le cadre de ce village avec le concept de bureau situationnel qui sera intéressant d'éprouver. Voilà. Merci Éric Laménière pour cette présentation. Donc on a tout vu en détail. Il y a eu tout au long de la journée donc le jury qui a vu la présentation des différents finalistes. Et vous aussi, vous allez pouvoir la découvrir. Je vais juste résumer les 5 finalistes avant qu'ils ne montent sur scène. J'ai un souci de micro là.
un sacré Larsen, hein, qui ont 2 minutes pour se présenter. Il y a donc Algama qui met sur le marché de nouveaux produits alimentaires à base d'extraits de micro-algues. Click4Tag qui veut commercialiser des kits de détection rapide de pathogènes, notamment de la légionellose. DNA Script qui développe un nouveau dispositif de synthèse de l'ADN appelé imprimante à ADN. Novolise qui fournit une nouvelle solution pour la sécurité alimentaire des ingrédients secs. Et enfin Pili Biotech qui invente une encre produite par des bactéries. Ils vont tout vous expliquer dans un instant. Donc on va commencer par Algama. Ils sont 3 porteurs de projets et c'est Gaëtan Gohin qui va monter sur scène. Et je vais éviter Larsen. Hein. Il vient se présenter. Voilà. On va lui donner un micro. Merci. Je vous en prie, allez-y. Bonjour à tous. Vous avez 2 minutes, comme on dit. Donc moi, je suis Gaëtan Gohin, des cofondateurs d'Algama, avec mes amis d'enfance, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Donc nous, notre projet, il consiste en fait à prendre un petit peu de recul sur la situation. Aujourd'hui, on est très jeunes, on a 25 ans tous les 3, et on s'est posé plusieurs questions, notamment la question de savoir comment on allait faire pour nourrir la planète à un horizon 2050, où il y aura sans doute 9 milliards d'habitants. La solution peut venir de légumineuses, peut venir d'insectes, avec une entreprise du Génopause, j'espère, mais éventuellement aussi avec les microalgues. Et plus particulièrement, nous, notre idée, c'est d'aller puiser et de valoriser en fait, les ressources d'origine marine contenues dans les océans, de les transformer en ingrédients fonctionnels, et donc de développer des produits agroalimentaires, c'est notre idée, qui intégreraient pleinement ces ressources, et d'apporter donc des premiers produits, un premier produit qui s'appelle Spring Wave, qui est une boisson donc fonctionnelle, qui valorise ces ressources-là. Notre grande idée, c'est d'apporter des produits dans le quotidien pour démocratiser véritablement ces ressources. Aujourd'hui, on est accompagné par plusieurs partenaires ici dans la salle, par BPI France, par un incubateur qui s'appelle Agoranov également. On est 9 collaborateurs aujourd'hui, donc on a bien progressé en 1 an. Et aujourd'hui, on est à la recherche de financement pour développer donc notre solution et la commercialiser, et puis pour continuer nos efforts de R&D pour apporter toujours plus de bien-être et de fonctionnalité au quotidien. L'idée, c'est à commercialiser en 2015, c'est ça, l'année prochaine, l'année très vite? Exactement. Ça ne sera pas une commercialisation, ça sera un grand lancement. On va effectuer ça au printemps 2015, qui sera le printemps de Spring Wave. Donc une commercialisation assez rapide pour un produit qui a été primé à de nombreux prix, notamment au CIAL et au Food Beverage Innovation Award. Donc des prix sur la fonctionnalité du produit et sur son goût et sur sa nouveauté. Merci. Merci Gaëtan Gohin pour cette présentation. Merci à vous. Gohin, Algama, donc le premier finaliste. Ouais. Voilà, reposez le micro pour le suivant. Donc maintenant, on passe au 2e finaliste, Click4Tag, et c'est Sam Ducamp qui va venir présenter ce qu'il fait. Bonsoir. Allez-y. J'ai besoin du micro ou je peux parler sans micro? Oui, c'est pour là-haut, bah oui, ils en ont besoin. C'est plus dur pour moi de parler, parce que je parle avec les mains. Donc bonjour à tous. En fait, donc nous, c'est une valorisation des travaux de recherche qui ont été effectués au CNRS dans 2 laboratoires, un laboratoire à Paris et un laboratoire à Marseille. Et en fait, l'idée, c'est qu'on donne à manger aux bactéries un sucre qui se retrouve en fait en surface des bactéries, et on a des petits hameçons en fait qui sortent comme ça tout autour de la bactérie. Et une fois qu'on a fonctionnalisé en fait les bactéries, on peut faire ce qu'on veut, on peut les détecter, les dénombrer, les localiser, et ainsi de suite. Et donc suivant en fait le sucre qu'on va donner à manger aux bactéries, on va avoir une fonctionnalité d'espèce, et il se trouve qu'on a trouvé un sucre qui était spécifique d'une bactérie qui s'appelait Legionella pneumophila. Et donc cette bactérie est une bactérie pathogène qui est très longue à cultiver, qui demande à peu près 12 jours. Et avec notre technologie, on est capable en fait de détecter et de dénombrer cette bactérie en moins de 24 heures. Ce qui est un avantage important lorsqu'il y a des risques d'épidémie ou lorsqu'on veut contrôler régulièrement la qualité microbiologique de nos réseaux. Normalement, il faut combien de temps, on va dire, pour détecter ça quand on faisait ça donc traditionnellement? Normalement, en fait, il faut 12 jours pour faire le dénombrement. Et nous, on devrait arriver, quand on aura optimisé le système, à peu près 24 heures. Et donc, c'est une bactérie qui se multiplie dans les eaux chaudes. En fait, dès que vous avez une eau chaude, vous avez un risque de contamination. C'est le cas, par exemple, ne serait-ce que d'une pomme de douche. Hein. Si vous avez un ballon d'eau chaude, vous pouvez avoir une croissance de cette bactérie et avoir des infections. Et donc, c'est un problème de santé publique. D'accord. Donc, et ce kit, on peut l'envisager à quel horizon? Alors, ce qu'on espère, en fait, c'est d'avoir la possibilité d'avoir en fait un kit commercialisé d'ici à peu près 1 an, entre 1 an et 1 an et demi. Voilà. Bah, merci Click4Tag Merci. et Sam Ducamp pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, le 3e finaliste, DNA Script, et donc pour présenter son dispositif de synthèse d'ADN, j'appelle Thomas Hibert qui va venir sur
sur scène se présenter. Ils sont là aussi, ils sont deux porteurs de projets. C'est Thomas Hibert qui vient. Bonsoir. Alors avant de travailler sur le projet de DNScript, mon associé et moi, en fait, on travaillait sur des projets de recherche et développement dans le domaine des biocarburants. Et on a fait le constat que ces projets de R&D dans le domaine de biocarburants mettent très longtemps à aboutir à des projets commerciaux, industriels. Et on a essayé d'analyser pourquoi est-ce qu'ils mettaient aussi longtemps. Et on a constaté qu'en fait, les chercheurs utilisaient des outils de biotechnologie qui ont été développés il y a maintenant plusieurs dizaines d'années et dont les performances sont limitantes pour le processus de R&D. Un domaine est particulièrement touché, celui de l'ADN, en fait, la production d'ADN. Alors pour l'ADN, il y a deux challenges. Le premier, la lecture de l'ADN, le séquençage, et le second, l'écriture de l'ADN, la synthèse. Alors pour la lecture de l'ADN, le séquençage, d'autres que nous ont fait le même raisonnement. Il y a eu le développement de nouvelles générations de séquençage. On est aujourd'hui capable de séquencer des génomes entiers en quelques jours, alors qu'il nous fallait précédemment quelques années. Pour la synthèse d'ADN, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre problème. On est capable aujourd'hui de synthétiser de l'ADN, mais c'est un processus très long, très coûteux et très complexe. Le projet de DNScript, c'est justement de développer une nouvelle technologie, une nouvelle génération de synthèse d'ADN. Alors, je vais être très pragmatique. Qu'est-ce que c'est que pourquoi est-ce qu'on fait de la synthèse de l'ADN? J'allais dire, moi, je pose la question de néophyte de base. Alors, la synthèse de l'ADN... Que d'autres connaissent peut-être dans la salle, mais je voulais le préciser. Alors, la synthèse de l'ADN est le code de la vie, en fait. Il est utilisé pour tout ce qui est manipulation, reprogrammation des êtres vivants et pour faire tous les produits dont on a parlé dans la section précédente, en tout cas de façon biotechnologique. Et donc, on en a besoin, en fait, pour reprogrammer les êtres vivants, on a besoin de pouvoir écrire ce code et en pratique, on a besoin de pouvoir synthétiser cet ADN. Voilà. Donc le produit de DNScript, c'est l'imprimante à ADN. L'imprimante à ADN qui sera disponible pour tous les chercheurs en biotechnologie, tous les chercheurs en sciences de la vie, et qui permettra une synthèse rapide, efficace et fiable de n'importe quelle synthèse d'ADN. En développant cette technologie, on espère pouvoir accélérer de façon très importante tout ce qui est développement de projets de biotechnologie. Merci. Donc, je vais le dire à l'anglaise. DNScript, merci à vous, Thomas Hibert, d'être venu présenter votre dispositif. Alors, le quatrième finaliste, c'est Novolise. Et on va voir ça avec... Alors, je crois qu'ils viennent à deux, c'est ça? Alors, eux, ils sont plus costauds. C'est pas pour autant que vous avez gagné, peut-être, mais bon, je vous le souhaite. Alors, Nicolas Braun et Karim Franck Kinouche, les cofondateurs qui vont donc présenter Novolise. Merci. Alors, on a une slide, normalement. Voilà, merci. Donc, je suis Karim Franck Kinouche, cofondateur de Novolise. Puis avant de continuer, je vais juste vous montrer un chiffre. Vous voyez ici, sur ma gauche, 20 milliards d'euros. Alors vous doutez que ce n'est pas le chiffre d'affaires de Novolise, sinon on ne serait pas là ce soir. C'est le coût de l'épidémie d'Ebola, ce jour, en 2014, qui a coûté la vie à plus de 5000 personnes aussi. Mais en même temps, on a ici la salmonelle, qu'on connaît beaucoup pour les intoxications alimentaires, qui avec 14 autres germes pathogènes, comme les listeria par exemple, et les norovirus, coûte tous les ans, et ça augmente tous les ans, plus de 200 milliards d'euros à la société et qui coûte la vie à plusieurs centaines de milliers d'individus. Alors heureusement, la science, la réglementation surtout évolue favorablement tous les ans pour mieux protéger le consommateur. Et la plus grande évolution réglementaire et culturelle de ces 70 dernières années dans le domaine agroalimentaire nous vient d'outre-Atlantique avec le vote, avec la signature du président Obama d'un acte historique qui touche plus de 50% des entreprises agroalimentaires au monde et qui impose aujourd'hui aux industries agroalimentaires de mieux travailler avec leurs partenaires fabricants de machines pour trouver des solutions validables microbiologiquement dans le temps. Et oui, c'est important pour nous de faire le discours à deux parce qu'on a deux lobes. Il y a vraiment un lobe commercial, un lobe technique et scientifique. Et justement, on va passer la slide suivante, s'il vous plaît. On a juste deux petits slides. Voilà, oula, il y a un petit problème de mise en page. Mais je pense que c'est lisible quand même. Oui, ça doit être ça. En fait, en créant Novolise, avec Nicolas, on a décidé de faire le lien entre le monde des industriels de l'agroalimentaire et leurs équipementiers, qui sont des gens qui ne parlent pas beaucoup ensemble, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et on le fait au travers d'une gamme de produits et de services qui permettent de limiter la gravité et la fréquence des intoxications alimentaires. Alors, par exemple, on le fait avec une gamme de germes modèles, ce qu'on appelle des germes modèles, qui sont des bactéries inoffensives, qu'on a sélectionnées, qui se comportent comme des bactéries pathogènes, comme les salmonelles par exemple, et qu'on va utiliser pour valider et labelliser les procédés industriels des industries de l'agroalimentaire. Donc concrètement, comment ça fonctionne? On va prendre une ligne de, je sais pas, de plats préparés par exemple. Vous pouvez imaginer
votre plat préféré. On va introduire ces germes pathogènes, enfin ces germes non pathogènes, pardon, à l'entrée de la ligne. On va les récupérer. Faites attention. Hein, je fais attention, mais justement, on y vient, c'est le point important. On les récupère à la sortie. On va compter le nombre de germes qui ont été tués, puis en fonction de la réduction, on va être capable de conclure à l'efficacité du procédé ou à l'inverse, au besoin d'améliorer le procédé pour atteindre la sécurité microbiologique qui est recherchée. Et tout ça, on le fait sans jamais utiliser de germes pathogènes qui met en danger l'ouvrier ou l'usine. C'est ça la validation. Je vais laisser Nicolas finir. Alors, depuis notre création, nous avons mené une vingtaine de projets dans 10 pays différents, alors des PME et des multinationales, comme vous pouvez voir ici. Nous sommes aujourd'hui 7 personnes à temps plein chez Novolyse, des chercheurs, des ingénieurs. Nous sommes lauréats du concours Créadev 2013, Créadev BPI. Et donc à partir de 2015, on va accélérer notre programme de recherche et notamment l'ouverture de notre première filiale aux États-Unis, qui devrait être fait vers les mars-avril 2014. Et c'est la raison pour laquelle nous recherchons aujourd'hui des investisseurs pour nous suivre dans cette aventure. Voilà. Voilà, belle présentation à deux. Novolyse, merci Nicolas Braun et Karim Franck-Kinouche. Pour ceux qui ont un compte PayPal, on avait une adresse email, donc n'hésitez pas, invest@novolyse.com. Alors, bravo, vous avez bien fait votre présentation. Maintenant, le 5e finaliste, c'est Pili Biotech avec le porteur de projet. Ils sont 4 au total, mais c'est Thomas Landrin. Ils ne montent pas à 4 sur scène. Il y en a un qui vient présenter ce qu'il fait en matière de diversification de l'utilisation des biomatériaux. C'est ça, pour résumer. C'est ça. Voilà. Donc, chez Pili Biotech, finalement, on croit que notre planète Terre, c'est comme si on était sur un vaisseau spatial assez mal géré. Alors, un vaisseau spatial parce qu'on est dans un système fermé avec une quantité limitée de matière et d'énergie, et assez mal géré parce que justement, cette matière-là, on la gère très très mal, on sait très mal gérer nos déchets. En fait, il faut totalement repenser notre manière de produire des matériaux, les fabriquer et les ressourcer. Donc, en fait, on a été chercher un exemple précis de matière aujourd'hui polluante, mais d'utilisation générale, c'est l'encre. En fait, il y a peu de personnes qui le savent, mais l'encre, c'est un des produits les plus polluants qu'on a sur la planète. C'est généralement composé de métaux lourds et de solvants qui sont assez peu sympathiques. Et donc, ici, on a mis en place un procédé de bioproduction d'encre à partir de bactéries. C'est la première encre en fait d'origine bactérienne. Et ici, il s'agit en fait d'aller vraiment explorer comment on peut apporter ces biomatériaux à la maison. C'est-à-dire dans les mains finalement aussi des consommateurs. Notre slogan, c'est un peu Bring Biology Home, et de vraiment essayer de penser en fait comment on peut avoir un impact maximum sur la société et la rendre plus écologique de par justement l'utilisation de nouveaux types de biomatériaux. Donc ça commence avec l'encre, et on considère en fait justement aller explorer d'autres types de biomatériaux. Oui, là c'est l'encre, mais après vous avez encore voilà, c'est-à-dire qu'on a une approche hein. qui est avant tout ici axée sur la créativité et le design. On pense vraiment à identifier des molécules qui peuvent derrière en fait utiliser directement dans les mains du consommateur. Donc, on a l'idée originale du projet, c'était une idée conceptuelle, un stylo qui pourrait produire par exemple sa propre encre avec un microbioréacteur. Voilà, c'était ce qui a donné naissance au projet. Pourquoi pas imaginer dans un futur proche, ou pourquoi pas imaginer une imprimante qui est capable en fait qu'on pourrait nourrir et qui pourrait produire ses propres biomatériaux. L'avantage, c'est qu'on est sur des circuits courts et qu'on peut du coup intégrer beaucoup de choses à l'échelle locale et faire la bioremédiation, la bioproduction. Donc c'est un début. L'encre pour nous, c'est un moyen de rentrer sur le marché avec un produit que les gens connaissent bien et dont ils sont sensibles entre autres ici au contexte écologique. Merci à vous. Merci Thomas Landrin et donc Pili Biotech. Voilà, vous avez donc découvert les 5 finalistes et on va bientôt avoir la fin du suspense. Donc j'appelle à me rejoindre sur scène Pierre Tambourin, directeur général de Génopole, également président de ce jury qui a délibéré aujourd'hui. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde et merci d'être venus aussi nombreux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié la table ronde qui réunissait 4 grands industriels, très grands industriels. Et leurs propos, après 15 ans de travail dur à Génopole, font vraiment plaisir. Parce qu'il y a 15 ans, on ne parlait pas du tout de cette manière-là. Et franchement, on avait un peu de retard par rapport à ce qui se passait aux États-Unis, que je suivais de près à l'époque, du côté recherche comme du côté industriel. Et d'entendre cela aujourd'hui, je me dis que vraiment, là, on est vraiment bien parti. Franchement. Alors, un mot de commentaire supplémentaire là-dessus. Sébastien a quasiment dit ce que je voudrais dire. Sur Génopole 2025, il y a 2 grandes orientations que vous pouvez deviner. Une première orientation qui est à dominante médicale, 3 révolutions face à nous. La révolution de la génomique au sein de l'hôpital, c'est-à-dire au fond, on l'approche par une médecine très personnalisée, une médecine de précision, une médecine individualisée, d'une approche thérapeutique. On ne choisira plus les médicaments demain comme on le fait aujourd'hui encore, et surtout dans des domaines aussi cruciaux que le cancer. Le deuxième domaine médical, c'est le domaine de la chirurgie génétique propre, c'est-à-dire en gros la guérison probable des maladies génétiques qui sont maintenant
qui est possible devant nous. Et puis le troisième domaine, c'est la médecine régénérative, grâce à la découverte au Japon de cette propriété extraordinaire d'être capable de redonner une forme de jeunesse éternelle à des cellules, avec les cellules souches pluripotentes, donc capables de reconstituer des organes à la demande. Alors tout ça, c'est de la médecine fiction, c'est de la biologie fiction souvent, mais ça se fera dans un délai assez court à l'échelle de la recherche. Puis la deuxième grande voie d'orientation de Génopôle, ça a été dit par Sébastien, c'est la biotechnologie industrielle, parce que évidemment dans le premier secteur, beaucoup de nos entreprises travaillent dans ces domaines. Mais l'autre secteur que nous vous avons voulu renforcer, c'est ce monde des biotechnologies industrielles qui vous intéresse directement, à travers une initiative en matière de recherche à laquelle je crois profondément, qui a démarré dès le départ de Génopôle, d'ailleurs à peu près en même temps qu'aux États-Unis, et qui s'appelle la biologie de synthèse, et qui n'est qu'une version beaucoup plus élaborée, beaucoup plus sophistiquée, mais qui ne change pas grand-chose au concept d'une biologie moléculaire que vous connaissez tous. Simplement, l'idée, c'est de tirer profit de circuits métaboliques présents dans d'autres organismes pour les insérer dans des bactéries qui seront à même de faire des molécules très complexes comme celles que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc on a Global Bioenergy, par exemple, sur le site, mais il y a aussi Abolis et quelques autres qui travaillent dans ces domaines. Et je crois beaucoup à l'avenir de ce domaine, même si, du point de vue sociétal, ce ne sera pas simple. Voilà, je m'arrête là pour maintenant entrer dans le vif du sujet. Remercier d'abord les sponsors qui nous ont permis d'organiser et qui participent à ce concours, mais qui participent aussi à la délibération. C'est vraiment important pour nous d'avoir cette confrontation justement entre les industriels et les chercheurs. Deuxièmement, remercier aussi les équipes de Génopôle, Génopôle Entreprise d'un côté, Génopôle Communication de l'autre, grâce auquel c'est beaucoup de boulot, hein, un concours comme ça, on ne se représente pas, mais enfin pour moi pas beaucoup, mais pour eux c'est beaucoup. Et vraiment, merci, c'est bien. Et puis, Sébastien l'a dit aussi, en 4 ans, on a vu le niveau moyen des candidats s'élever très rapidement. C'est bien que ça devient vraiment très difficile de ne laisser à la fin que quelques prix, tellement on a envie de prendre en charge beaucoup de ces projets. Je rappelle quand même quelques succès. Hein. Le première année, c'est Magpie, un beau succès de dimension maintenant internationale. Deuxième année, Prestodiac, si je ne dis pas de bêtises, avec quelque chose qui démarre un peu plus difficilement parce que c'est vraiment dans le domaine médical, mais qui démarre bien. L'année dernière, on avait Métémis d'un côté, et puis une entreprise qui grandit très vite, Insect, qui faisait partie du jury aujourd'hui, qui, en l'espace d'un an, est passé d'un bureau, de quelques bureaux, à la pépinière dans un bâtiment complet de la SEM Génopôle, 2000 mètres carrés, Fabrice. Donc vraiment un bâtiment, vous voyez la vitesse à laquelle ça peut aller dans ces domaines, et qui a fait des tours de financement assez enviables. Donc voilà un concours qui marche bien. Alors cette année, Eric a rappelé les chiffres, 40 projets, 10 à la fin, enfin pour la demi-finale, 5 à la fin, et donc j'en arrive peut-être à ce que tout le monde attend. Ah bah oui, on a envie de savoir quels sont les lauréats de cette 4e édition, de savoir aussi s'il y a des prix spéciaux, parce qu'on a eu un peu de suspense. Alors il y a tout à l'heure, 2 prix spéciaux que je vais appeler en premier pour laisser vraiment le suspense durer encore plus longtemps. Évidemment, c'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Un prix spécial que j'appellerais, selon moi, coup de cœur du jury, qui est Pili Biotech. Alors donc, on rappelle sur scène Thomas Landrin. Alors Thomas, on le connaît bien puisqu'il est travaillé dans l'un des laboratoires de biologie de synthèse de Génopôle au départ. Et qui a créé une initiative d'ailleurs parisienne que je vous conseille de regarder sur le web qui s'appelle La Paillasse, qui est une aventure humaine nouvelle, originale. Venez tout comme au ce milieu projet. parce que en plus il va y avoir une jolie photo. Alors rapprochez-vous quand même. C'est un peu le but. Mettez-vous dans la lumière. C'est un chèque en bois, mais je ne pouvais pas résister. Hein. Il est biodégradable. Il est biodégradable. Nous, on ne fait que du biodégradable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Voilà, regardez par ici la photo. Voilà. Vous voulez peut-être dire un petit mot, non? Voilà, on peut passer la parole, mais voilà, quand même. Très rapidement, on est vraiment très contents, très fiers. C'est la première fois en fait qu'on présente le projet à une compétition de start-up. On est une très jeune entreprise et vraiment, je dois le dire, toute la phase de sélection des projets et d'interaction avec les partenaires lors justement des demi-finales et des marathons nous ont vraiment servi en fait à avancer, pas seulement en termes de sélection, mais vraiment en termes de formalisation. Donc, on est vraiment très content en fait, d'avoir participé à ce concours. Vraiment, ça a été une grande étape pour Pili Biotech. Félicitations. Merci. Alors, ce sont tous des projets à risque, hein, bien sûr, à haut risque. Le deuxième prix spécial est un prix dont vous comprendrez immédiatement pourquoi on l'a qualifié potentiel technologique. C'est DNA Script. Voilà. Thomas Hibert qui va peut-être venir, je ne sais pas s'il a son autre camarade ou il va venir.
Oui, c'est un potentiel qui nous a Voilà. paru extrêmement prometteur, à fort potentiel technologique, mais bon, évidemment qu'il reste à crédibiliser. Écoutez, merci beaucoup. Nous aussi, c'était une aventure, ce concours, et on est très content d'être là et très content de vous avoir convaincu. Merci. Alors, vous restez juste, rapprochez-vous pour la photo. Voilà. Il y a toujours la photo officielle, évidemment. Oui, ce que nous ont dit d'ailleurs tous les entrepreneurs, enfin candidats entrepreneurs parfois, mais entrepreneurs souvent, c'est que la première journée de confrontation avec les 10 compétences que vous avez, qui ont été rappelées par Eric, avait été beaucoup appréciée par les entrepreneurs. Hein. Très bon exercice qu'on renouvellera. Enfin. Alors, je vais juste vous interrompre 2 secondes parce que pour quand même, on va faire venir Sébastien Duprat de Paul aussi, hein, notre sponsor, Chimex aussi pour la photo aussi officielle et l'annonce. Hein, vous avez vu à quel point d'ailleurs on est en on ne sait pas sur terreur, hein, à quel point on est en cohérence. Hein. Bien, alors le premier prix. On le dit maintenant? Novolise. Alors donc, Novolise, félicitations. Donc, Nicolas Braun et Karim Franck Kinouche qui montent sur scène pour recevoir leur chèque. Merci, bah, c'est une grande surprise. Non, merci vraiment. C'était effectivement, le concours a été extrêmement enrichissant pour nous parce qu'on a eu des interlocuteurs de plein d'horizons différents et qui ont été capables aussi, comme on était à chaque fois en one-to-one, de vraiment nous rentrer dedans, il faut dire la vérité, d'être critiques sur le projet et de nous faire avancer. Donc, ça a été une belle expérience. Merci. Voilà. Vous avez encore une photo encore, ça continue quand même pour le premier prix. Oui, et puis dire aux 2 autres dossiers qu'on a eu beaucoup de mal à départager tous ces candidats, vous le comprendrez, et que s'ils veulent venir nous voir, ils seront les bienvenus à Génopole, ça va de soi. Merci. Alors, félicitations. Un grand merci à tous. Alors, on va appeler tous les autres sponsors dont on a parlé à venir nous rejoindre sur scène. On va essayer de pousser la scène. Tech2Market, Yerstan Young, Crédit Agricole par le biais du village, Lison Chouraki et tous les lauréats. Comme ça, on va pouvoir faire une super photo de famille pour tout le monde et des beaux souvenirs pour oui. Allez-y, venez sur scène. Alors venez, montez autant que possible. Pour faire une photo, il faut... Voilà. Allez-y, serrez-vous. Venez par là, venez. Ah oui, alors peut-être le lauréat au milieu. Et sur les côtés, on va faire quelque chose de très symbolique. Mettez les pieds au milieu. Le public va pouvoir dire si la photo est bien là. Ça va, Mélanie? Il y en a un qui a la rougeur. Voilà. Bon, bah, félicitations à tous. Je signale donc que Novolise, vous retenez votre date parce que vous allez passer dans Business Durable ce week-end. Hein, donc, on verra ça ensemble, on va en discuter ensemble. Donc, un grand merci à vous tous, au public qui était ici. Quelqu'un voulait rajouter un mot, Pierre Tambourin, peut-être? Non, c'est bon, voilà. Donc, merci à tous. Évidemment, on se retrouve l'an prochain pour la 5e édition, en 2015, hein, évidemment. Et puis, tout le monde va retrouver tout le monde maintenant au-dessus, hein, au rez-de-chaussée, sur la place du village. Hein, pour un cocktail. Donc, merci à vous tous. Encore félicitations et très belle fin de soirée à vous tous. Merci.